quatrième pilier à venir, justement, le nouveau rôle du DRH. C'est notre quatrième pilier de cette journée avec, pour notre prochaine séquence, vous allez le voir, une keynote passionnante, éclairante pour notre expert qui va nous rejoindre dans quelques instants. Je cite la transformation RH, vous la choisissez ou vous la subissez. Nous sommes ravis d'accueillir ici, dans notre colloque, celui qui est justement vice-président délégué de l'Association nationale des DRH. Vos applaudissements, mesdames, messieurs, pour Benoît Serre. Bonjour à tous, merci à Humania, Paul et Guillaume de donner la parole avant justement la table ronde que j'aurai le plaisir d'animer. Bon, la question nouveau rôle du DRH, comme je suis assez âgé, ça doit faire 20 ans qu'on me la pose, donc je finis par me dire qu'il n'y a pas de nouveau rôle de DRH, c'est simplement l'environnement qui change. Tout simplement parce que je pense que la fonction RH est sans doute l'une des fonctions les plus impactées par l'environnement social dans lequel elle évolue. On a vu avec la présentation sur l'IA et ce qu'on a vu depuis ce matin, qu'on est sans doute dans un moment de transformation systémique, comme rarement on en a vu en fait. Il y avait peu de chances qu'au même moment, on ait le Covid, la démographie, l'intelligence artificielle, la GenAI et tout ce qui se passe en moment. C'est une espèce de statistique impossible à prévoir. Et tout ça, ça vient fortement perturber le fonctionnement même de la société et par conséquent le fonctionnement des sociétés. Alors le DRH au milieu de tout ça, il est dans une situation un tout petit peu délicate. Moi je me souviens qu'au moment où le fameux confinement avait été décrété, je pense que certains DG avaient découvert qu'ils avaient un DRH à cette occasion et que par conséquent ils ont dit maintenant qu'est-ce qu'on fait. Je crois qu'aujourd'hui la question ne se pose plus. En revanche, quand vous regardez une étude récente qui s'appelle Creating People Advantage, elle qui a été faite par un très beau cabinet dont je vous laisse le soin de choisir le nom, il y a deux sujets en haut de l'agenda des DRH au niveau mondial. C'est ça qui est étonnant en fait. Cette étude, elle a interrogé 8000 DRH dans le monde. Bon. Et c'est la santé mentale qui arrive en 1, partout, sauf à Hong Kong. Je ne sais pas pourquoi. Et les compétences. Voilà. Les deux sujets, c'est ça. Donc je pense que là, et les deux sujets vont ensemble. Alors le nouveau rôle du DRH, ça a été évoqué à l'instant, il est assez difficile à définir parce que de toute manière, je crois, et on le voit dans la période qui est très perturbée aujourd'hui, comme vous le savez, en France comme dans d'autres pays, plus que jamais, l'entreprise est un élément de stabilité dans un océan d'instabilité. Lorsque vous regardez les éléments de confiance, vous vous souvenez peut-être que pendant la crise Covid, le principal tiers de confiance, c'était l'entreprise. Avant les politiques, avant les professionnels de santé, ça continue comme ça. Donc ça veut dire que la fonction RH, elle a quand même un rôle d'incarner cette logique de stabilité dans un environnement qui ne l'est pas. Premier point. Deuxième point, une fonction RH, elle n'existe pas en dehors de la logique de business de son entreprise. Moi, j'ai toujours été frappé par le fait qu'une stratégie RH n'a pas d'autre justification que le fait que de servir une stratégie business. Et à force, avec les débats sur tout un tas de sujets, sur les conditions de travail, sur tout ça, on a un peu oublié, en tout cas c'est une conviction que j'essaye de porter, que la fonction RH est d'abord une fonction éminemment collective. Ce n'est pas une fonction individu par individu. Et on le vit tous les jours, pour ceux qui exercent aujourd'hui cette fonction, c'est qu'on passe son temps à lutter comme une sorte d'individualisme qui viendrait à l'opposition de la collectivité que doit représenter une entreprise. Donc ça, c'est un deuxième aspect, c'est une fonction éminemment collective à l'heure où il y a des attentes et des aspirations très particulières et une exigence de reconnaissance de l'individu pour lui-même. Le troisième élément qui pèse, à mon avis, dans le rôle du DRH, c'est évidemment la transformation des métiers. Je ne vais pas revenir là-dessus, tout le monde le sait. C'est en train d'aller très très vite, mais avec un petit changement quand même assez important. C'est qu'au même moment, dans beaucoup de pays, dont la France, on a à la fois un sujet de transformation de métiers et à la fois une démographie qui est très difficile pour l'emploi. Et que par conséquent, vous savez que le taux de durabilité d'une compétence, dans les années 80, était environ de 20 ans et aujourd'hui, elle est de 18 mois. Ça veut dire que le recrutement, l'identification de compétences, les modèles de formation, et ce qu'évoquait Sophie Boissard, c'est un phénomène que j'observe dans plein de grandes entreprises qui se disent « le système éducatif ne me produira pas ce que je cherche, donc j'invente mon propre système éducatif ». Ça, c'est aussi quelque chose qui pèse assez fort sur la fonction RH. Et pour donner deux autres dimensions qui me paraissent assez fondamentales,
C'est évidemment le verdissement ou la dimension écologique ou environnementale que l'entreprise et le rôle doit jouer. Stéphane Dubois, que j'ai collé tout à l'heure de Safran, démontrait très bien dans l'aéronautique que si Safran ne fait rien, c'est un impact mondial. Donc par conséquent, c'est difficile. Mais évidemment, ça joue beaucoup. Tout à l'heure, Alain Roumillac rappelait le rôle que son organisation joue pour les batteries. Je peux vous dire, quand vous discutez avec les DRH des secteurs de l'automobile, ils sont face à une espèce de retournement mondial de compétences qui est absolument phénoménal, et que le DRH, dans ce job-là, il a sans doute une responsabilité éminente qui est celle de convaincre, de trouver les financements, quelquefois avec cette espèce d'arbitrage un peu difficile à faire, pour ne jamais confondre les employés et les emplois. Parce qu'il y a un moment où, de toute façon, on sait qu'il y a des compétences d'obsolescence. Et que l'obsolescence des compétences... J'ai entendu une phrase à l'heure qui m'a un petit peu choqué, pour être honnête, qui parlait de l'obsolescence des gens. Moi, je pense que les compétences peuvent être obsolètes. Et jamais les gens ne peuvent l'être. Et ça, c'est la responsabilité de la fonction RH, de faire en sorte que jamais elle ne le soit. Elle ne pourra l'être, exercer cette responsabilité, qu'à une condition. C'est sa capacité à anticiper, à faire des paris sur les métiers de demain, premier point. Et deuxième point, à favoriser un enjeu central pour lequel énormément d'entreprises sont en train de s'engager, pour lequel je souhaite vraiment que le monde de l'éducation et de l'enseignement s'engage, c'est la réallocation de ressources. Moi, quand je parle avec beaucoup de DRH, ils me disent mon problème majeur, c'est pas que j'ai trop de monde, c'est qu'ils sont pas aux bons endroits. C'est qu'ils ne sont pas là où j'en ai besoin. C'est que je dois créer, alors tu as Paul, tu as montré tout à l'heure ce que Generative AI permet de faire en termes de parcours de carrière, ce qu'on a appelé, parce que tu as 50 ans de moins que moi, ce qu'on a appelé longtemps les aires de mobilité. C'est la même logique, mais ça c'est stratégique. Donc je pense que le rôle du DRH, c'est aussi proposer des parcours, mais pas des parcours hors sol, pas des parcours un peu comme on a vu, pour ceux qui s'en souviennent, à l'histoire du DIF, où on pouvait se former à n'importe quoi, indépendamment de ce que faisait l'entreprise. C'est des parcours de business en fait. C'est dire aux gens, je pense qu'il faut être très transparent avec les gens. Il faut leur dire, votre métier va mourir. On le sait. Mais mon job à moi, c'est faire en sorte de vous emmener vers un métier qui ne mourra pas. Par contre, je ne peux pas le faire tout seul. Si vous ne le faites pas avec moi, on ne va pas y arriver. Donc la logique de réallocation de ressources, c'est fondamentalement stratégique, je pense, dans la fonction RH. Mais, pour tout cela, il faut l'admettre, et ça va être un petit peu l'objet de la table ronde, nous n'avons pas forcément un fonctionnement de la fonction RH dans beaucoup d'entreprises. Avec la NDRH, c'est 6200 adhérents, des petites boîtes, des grandes boîtes, des moyennes boîtes. Il n'y a pas une reconnaissance, une structuration, un modèle de la fonction RH à qui on donne, de mon point de vue, ce n'est pas forcément une histoire de moyens budgétaires, mais le niveau de poids et d'influence pour se donner le temps. Parce que je voudrais conclure par ça. Moi, j'ai toujours été frappé par le fait que cette fonction, elle passe son temps à réconcilier les temps. Le temps du salarié, c'est pas parce que vous inventez des trucs incroyables pour se former que les gens apprennent plus vite. C'est pas vrai, ça. Ça ne marche pas. Donc, la réconciliation des temps, c'est-à-dire le temps de l'être humain, la réconciliation du temps stratégique qui est de plus en plus court. Je me souviens, au début de ma carrière, on faisait des plans à 5 ans. Aujourd'hui, plus personne ne fait un plan à 5 ans. On fait un plan à 3 ans et encore, on se dit, il y a peu de chances que ça marche. Vous avez le temps de la concurrence, vous avez le temps de la nouvelle technologie, dont on voit, tu l'as très bien démontré, qui s'accélère avec tout ça. Eh bien, le DRH, paradoxalement, c'est une forme de gardien du temps pour être sûr qu'on arrive toujours à coordonner ces temps-là. Et c'est un exercice extrêmement difficile, et parce que c'est une fonction qui ne joue pas sur le même espace-temps. Donc sa capacité d'anticipation, c'est une manière de réduire la différence de temps qu'elle peut avoir avec d'autres fonctions au sein de son COMEX. Donc voilà ce que je pense, ce que je voulais vous partager de la vision que j'ai du nouveau rôle du RH. Et donc ça change le profil, la dimension d'incarnation, la dimension de communication, la dimension de perception des mouvements de société. Je déjeunais tout à l'heure, un très bon déjeuner, Guillaume d'ailleurs, avec Séverine, et je lui ai raconté une petite phrase qui m'a beaucoup marqué et qui, à mon avis, symbolise bien le rôle du DRH dans un COMEX. Un jour, on a demandé à Roger Federer, vous savez, le célèbre tennisman, pas un footballeur, pourquoi il gagnait, vous savez qu'il a gagné 91% de ses matchs, ce qui est le record de catégorie. Il a dit, parce que j'arrive à lire la trajectoire de la balle une fraction de seconde avant mon adversaire. Ben, je pense que le DRH dans une entreprise et dans un COMEX, c'est lire la trajectoire de la balle sociale ou sociétale une fraction de seconde avant son DG, sinon son DG ne l'écoutera pas. Je vous remercie.